Bonjour, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, les femmes arabes s'engagent elles aussi dans la lutte armée contre le groupe État islamique et pour cela, elles doivent bien souvent aller à l'encontre de leur famille. Alors que la coalition s'apprête à déloger les djihadistes des quartiers ouest de Mossoul, le HCR prépare des camps de réfugiés pour accueillir les civils quand ils devront quitter la ville. Et puis, vous ne connaissez peut-être pas Mister Erbil et pourtant, ces dandys du Kurdistan irakien font un tabac sur Internet. Avec leur look tiré à 4 épingles, ils donnent une autre image du pays. On en parlera avec Omer Niad, l'un des cofondateurs de ce groupe. Les femmes kurdes portent les armes depuis longtemps et elles combattent aux côtés des hommes contre le groupe État islamique. Ce qu'on sait moins, c'est que de plus en plus de femmes arabes se joignent à elles. Mais pour monter au front, ces jeunes filles doivent d'abord affronter leur propre famille. Julie Chouteau. Pour Doza Jian, 21 ans, mettre l'arme sur l'épaule est désormais un geste quotidien. La jeune femme a rejoint les forces démocratiques syriennes, une coalition rebelle multiconfessionnelle. Aujourd'hui, elle affronte le groupe État islamique au nord-est de Raqqa. Doza est arabe et contrairement aux combattantes kurdes qui depuis longtemps portent les armes, son engagement militaire sort de l'ordinaire. Pour s'engager sur le front, les femmes arabes doivent braver le poids des traditions et souvent s'opposer à leur famille. Au début, l'idée est difficile à faire accepter, surtout dans la société syrienne. Il est difficile d'accepter qu'une femme puisse se battre dans un endroit comme celui-ci. Mais si les gens pouvaient venir voir comment les choses se passent, cette façon de penser changerait. Doza n'est pas la seule femme arabe à combattre dans cette unité. Evie a rejoint les forces démocratiques syriennes en 2015 et depuis, elle porte un nom de guerre kurde. La jeune femme veut libérer son pays des djihadistes et lutte aussi pour l'égalité des sexes. Mon objectif est de libérer toutes les femmes qui vivent sous l'oppression du groupe État islamique, mais aussi les femmes de notre société, qui n'ont pas leur mot à dire. Si les hommes ont le droit de faire partie de notre société, les femmes aussi ont ce droit. Les Kurdes mettent en avant l'égalité homme-femme, y compris en zone de combat. En Syrie, les femmes représenteraient environ 40% des troupes kurdes. Un argument qui séduit de nombreuses femmes arabes empreintes de liberté et d'idéaux féministes. Mais selon cette porte-parole kurde, ce sont aussi les récentes victoires remportées contre les djihadistes qui incitent de nombreuses femmes arabes à rallier les forces démocratiques syriennes. Il y a 1000 femmes qui ont récemment rejoint nos troupes. Nous voulons établir une organisation forte. Nous voulons un grand groupe de femmes arabes parmi les forces démocratiques syriennes pour qu'elles puissent représenter toutes les femmes arabes. Combattantes kurdes et arabes alliées dans une même bataille et déterminées à la gagner. Selon elles, être une femme représente même un avantage, humilier les djihadistes. Elles en sont convaincues, les hommes du groupe État islamique sont terrifiés à l'idée d'être tués par une femme. Avant l'offensive contre Mossoul, il y a 3 mois, la métropole irakienne comptait 1,5 million d'habitants. Des dizaines de milliers d'entre eux ont déjà fui lors des combats pour reprendre la partie est de la ville. La coalition s'attaque à présent aux zones situées à l'ouest du Tigre. Le HCR s'attend à un afflux massif de réfugiés dans les prochaines semaines et fait construire en prévision des camps dans la région. Dans les étendues arides des hauts plateaux irakiens, un refuge sort de terre. Un camp pour ceux qui fuient Mossoul, déchiré par la guerre. Dans les prochains mois, 7000 personnes pourraient s'installer ici, à Salamiya, à seulement 25 km au sud de Mossoul. Nous disposons de 210 000 m² de superficie et nous comptons installer 1400 tentes pour loger les personnes déplacées. Avec l'offensive de l'armée irakienne pour reconquérir la partie ouest de la ville, les combats devraient s'intensifier à Mossoul. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, 250 000 personnes pourraient être contraintes au départ et rejoindre des camps comme celui-ci. En tout, 9 nouveaux camps vont être construits dans les environs. Ce projet est l'un de ceux mis en place pour héberger les gens qui devraient fuir l'ouest de Mossoul. En 4 mois, 180 000 personnes ont fui Mossoul. Selon l'ONU, ces dernières semaines, 22 000 d'entre elles sont retournées dans les quartiers est libérés. Mais dans ces zones débarrassées des djihadistes,
Le manque d'eau, de nourriture et les coupures d'électricité rendent la vie difficilement supportable. Pendant ce temps, à l'ouest du fleuve Tigre, 750 000 personnes vivent toujours sous le joug du groupe État islamique. On dit que c'est là que Jésus a accompli le miracle de la multiplication des pains. Le sanctuaire de Tabgha, dans le nord d'Israël, a rouvert il y a quelques jours à peine. Ce haut lieu du christianisme avait été ravagé par un incendie en 2015, un acte criminel commis par des extrémistes juifs. Johanna Sitruk. Les uns après les autres, les invités s'installent. Après plusieurs mois de travaux, le sanctuaire de Tabgha a rouvert dimanche. Pour l'occasion, une messe a été célébrée en présence de plusieurs dignitaires chrétiens, de donateurs, mais aussi du président israélien. L'État d'Israël est profondément engagé pour la liberté de religion et de culte pour tous les croyants. Nous défendons la liberté religieuse car en tant que peuple, nous savons très bien ce que c'est que de souffrir de persécutions religieuses. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé dur pour restaurer cet endroit et dire clairement, haut et fort, que la haine ne peut pas gagner. En juin 2015, l'atrium et l'entrée de l'église sont ravagés par les flammes. Un incendie commis par des extrémistes juifs. L'affaire fait la une de la presse nationale et internationale car il s'agit d'un haut lieu du christianisme. C'est là que Jésus aurait accompli le miracle de la multiplication des pains. Pour rénover les 2 pièces endommagées, 8 mois et 950 000 € ont été nécessaires. Nous avons des sentiments contradictoires. D'un côté, nous sommes heureux d'organiser cet événement parce que ça nous permet de tourner la page. Mais de l'autre, nous sommes tristes parce que cet événement n'aurait pas dû avoir lieu puisqu'il est le résultat de ce qui s'est passé ici, l'incendie criminel qui est un crime de haine dirigé contre les chrétiens. 3 extrémistes juifs avaient été inculpés par la justice. Mais aucune condamnation n'a été prononcée à ce jour. Depuis plusieurs années, chrétiens palestiniens ou encore arabes israéliens sont la cible des activistes d'extrême droite. Quand on parle de l'Irak, on pense souvent attentats, guerre, djihadistes. À Erbil, beaucoup de jeunes hommes arborent des barbes, mais ici elles sont bien taillées et accompagnées de costumes 3 pièces, de cravates en soie et autres montres à gousset. Les membres de Mister Erbil affichent crânement leur look de dandy en plein cœur du Kurdistan irakien et ça plaît. Leur club de gentlemen du Moyen-Orient compte désormais plus de 50 000 abonnés sur Instagram. Omer Niad, bonjour, vous êtes l'un des cofondateurs de Mister Erbil. Quand avez-vous créé ce groupe et dans quelles circonstances ? Nous avons créé le groupe en février dernier dans un contexte difficile. Nous avions des problèmes économiques et politiques. Alors, quel est votre objectif avec ce groupe ? Le but est de former un club de gentlemen ici au Kurdistan, avec un intérêt commun pour le design et la mode, mais qui veulent aussi avoir une influence positive sur la société. Quels sont vos combats? Quels sont les messages que vous souhaitez porter? Nous voulons attirer l'attention sur des sujets comme le droit des femmes, la protection de l'environnement et la situation économique. Et nous essayons de trouver des solutions à ces problèmes. Le but de Mister Erbil, c'est d'engendrer un changement social positif ici au Kurdistan. Vous voulez changer les idées, la façon dont on voit les femmes, dont on voit les jeunes? Oui, et surtout les attitudes des hommes envers les femmes. Il faut soutenir les femmes dans notre société. Sur nos pages Facebook et Instagram, nous essayons d'aider celles qui tentent activement d'atteindre leur but, que ce soit de lancer leur entreprise ici au Kurdistan ou de se battre pour le droit des femmes. Nous avons récemment publié une vidéo en 14 langues qui dénonce la violence faite aux femmes. Alors, d'où est-ce que viennent vos looks, votre inspiration? Où est-ce que vous vous fournissez? En ce qui concerne l'inspiration, nous sommes actifs sur Internet, nous suivons plusieurs blogs, des magazines de style et de design.
Le salon de mode Pitti Uomo qui se tient en Italie chaque année nous a aussi beaucoup influencés. Nous essayons d'organiser un événement similaire ici, à Erbil. En ce qui concerne nos fournisseurs, quand on a commencé, on achetait nos vêtements dehors, dans les magasins. Mais maintenant, on essaye de tout faire nous-mêmes. Et à l'avenir, nous espérons pouvoir porter uniquement des habits made in Kurdistan. Merci beaucoup, Omer Niad, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre attention. Restez sur France 24. L'information continue. Mardi politique, présenté par Roselyne Fèvre, Véronique Rigolet et Frédéric Rivière. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. C'est quand même la question à 1000 points. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment, des interviews sans concession. Mardi politique, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et France24.com.